François de Negroni, avec Clouscar. Préface de René Commer. Materia Scrita, édition Delga, 2013. Préface. François de Negroni se met dans ce livre au tempo accompagnateur des pas d'un philosophe qui s'éloigne, son devoir quotidien accompli, de sa solitaire table d'écriture pour rejoindre l'écume des jours. Il n'est pas question ici d'une analyse de son œuvre, même si notre sociologue roglianais en est un grand connaisseur et admirateur, mais de Michel Clouscar vivant, du portrait d'un homme qui ne ressemblait obstinément qu'à lui-même, distancié de tous les codes des comédies mondaines, jamais banal en rien, incorruptible, savoureux. Ce témoignage tombe bien. Ils sont à présent de plus en plus nombreux ceux qui, capturés par la lecture de Clouscar, sont demandeurs de Michel hors de ses écrits. Ils pourront se mettre aux aguets des reflets réciproques qu'évoque Mallarmé. Pour ma part, je dois tout de suite le reconnaître. Ce livre si juste, aux effets de loupe jamais gratuits, jamais délestés de l'amitié qui les façonne, me remue. J'étais dans mes habitudes paisibles avec mon souvenir de Michel. Mais là, la donne a changé. Qu'un autre, très proche de lui aussi, le raconte par écrit, cela soudain jette à la tête tout un passé impatient, s'emparant n'importe comment du présent. Vient une espèce de vertige où tout se rameute et se ramène pêle-mêle, innombrables moments vécus, discussions, voyages, matchs, repas. Et le tumulte des tirades, surtout ça peut-être. Il en avait plein la besace, toujours, Clouscar Michel, qu'il ouvrait sans restriction après avoir accompli et retiré en lui-même, tous les jours sans jamais en esquiver un seul, ses 4 à 5 heures d'écriture sur ses cahiers d'écolier. Il les refermait, et nous allions alors au casse-croûte de ces bons mots de troisième mi-temps bien arrosés, qui suscitaient en contrepoint réjouissant des considérations théoriques fulgurantes sur les combines du libéralisme libertaire, les détournements althussériens de la pensée marxiste, le French cancan showbiz des nouveaux philosophes. À l'oral, il était volubile, c'est sûr. À l'écrit également, prenant tout son temps. Il progressait au fil à plomb, tout empreint du sérieux d'un maître maçon bâtisseur de cathédrale qui vérifie 2 à 3 fois la pose de chaque pierre. Il faut te méfier à chaque phrase pour un livre. François décrit bien ses entêtements à revenir à celle que nous lui signalions. Peut-être superfétatoire là, Michel. Nos observations étaient toujours agréées avec grande reconnaissance dans un premier temps. Et puis, invariablement, les récusés récupéraient leur place. Et ils ne pouvaient pas s'en séparer. Plus je les relis, moins finalement elles me gênent aujourd'hui, si tant est qu'elles m'aient vraiment dérangé. Elles sont au bout du compte si minoritaires. Elles témoignent, et voilà tout, du désir inquiet de Michel d'être compris, de son accord avec cette règle qu'énonçait sa mère, directrice d'école, ça ne rentre dans les crânes que si c'est dit, redit et redit. Après les avis de sa mère, sa grande conseillère grammaticale aussi, c'est vrai qu'il me revient en vrac le paysan du Tarn, et là, soudain, j'ai envie de me rappeler qu'il aimait rire et faire rire, et encore plus de lui-même. Encore plus, disons qu'il y avait un match nul sur ce point, en sa faveur. Quoi qu'il en soit, je le sens se foutre de moi à me voir ne pas trop savoir comment le raconter, m'y prendre dans cette préface où il déboule de partout, tout d'un bloc, brut de décoffrage comme il le fut toujours, l'accent du sud-ouest sentant l'ail sans appel, cadenassé volontaire dans ses us et coutumes à résonance identitaire occitane, et surtout, avant tout, concentré sur son œuvre philosophique, constamment la tête dans le guidon, ne s'occupant que de sa route. Granitique Clouscar ? Oui. Buté, obstiné ? Et pas qu'un peu. Reste que Nietzsche lâchant « Gare à moi, je m'appelle Nuance » devait être, il n'y a pas trop de doute, sous influence prémonitoire d'une mise en garde clouscardienne. L'individu, il se nommait ainsi parfois, je frappais à sa porte pour le réveiller, oui j'ai entendu, l'individu va procéder à la levée du corps, n'était que finesse camouflée aux aguets. C'était un régal de le voir, armé de son image définitivement anti-look, distiller ses sarcasmes dans les périmètres sacrés d'un quartier latin post-68 art où se donnait pour l'édification du monde, dans un bluff surjoué, le là d'une modernité indépassable. Putain, ces gauchos et leur merdique expression de leur singularité ineffable. C'est une insulte à 1789, la combine. Leur mai 68, c'est la prise de la Bastille, bidon. Tu parles, la bête sauvage n'a pas une égratignure, elle se pourlèche les babines, oui. Il croit l'avoir terrassée, il lui mange déjà dans la main. Soudain, il coupait le son, saisissait l'équipe, ou sortait son peigne, ou se levait pour partir, semblant tout à fait étranger à ce qui venait d'être déclaré. C'était faux, la conclusion fusait. Un cirque, une bouffonnerie. De toute façon, le décor de Saint-Germain-des-Prés a toujours été trop urbanisé pour qu'il y ait tragédie. Ma foi, c'était peut-être vrai. Sur ce, on quittait le café l'Old Navy,
et au mec résolument adepte du look hippie total qu'il apostrophait alors sur le boulevard, « T'as pas 10 balles, je suis en panne. » Il répondait tout de go, « Tu es en panne, toi? Tu as déjà démarré quelque chose ?» Et à moi qui filais une pièce au type, « Tu te prends pour l'abbé Pierre ?» Beaucoup ne pouvaient qu'être tentés, eux, de le prendre, souvent avec raison, pour un avare. Qu'ils sachent cependant que ce Gripsou a envoyé pendant 30 ans un petit chèque mensuel au secours populaire. Là, c'est du sérieux. Ton pognon va à de vraie misère. Et il répondait, toujours présent, pour dépanner d'un emmerdement sérieux. Oui, ce livre de François vient à point. Il était dans l'air depuis longtemps. L'envie, le besoin, le désir, le devoir, le plaisir, et tant mieux, n'est-ce pas si j'en oublie, le dictaient. Il fallait bien que ses amis les plus proches, je n'ai pas trouvé autre chose que vous, j'ai dû mal chercher, écrivions son portrait. Le projet ne lui déplaisait pas du tout. C'est une bonne idée, tu vois. À Gaillac, il va se dire qu'on fait des livres sur moi. Mais c'est seulement que Domi ne sera pas foutu de commencer son texte, toi de le finir, Loulou de l'oser, Christian de le vouloir. Je mise sur François. Il y a une bonne dizaine d'années qu'il m'avait débité cette tirade, ponctuée de son fameux petit sourire grognement furtif et gourmand, qui aimait tant se délecter des vertus très improbables de ses amis. Il a encore raison. François était la bonne pioche. Dans ce remarquable portrait de Michel, le peintre, tout à la maîtrise des acuités renommées de son regard, décide aussi, c'est un des charmes du livre, d'apparaître sur la toile au voisinage de son modèle, dans des arrière-plans savamment distanciés et présents, posés dans l'ombre, comme ces panneaux hors champ de renvoi de tout l'éclairage sur le héros du film. Du coup, on en a presque 2 pour le prix d'un. Quoi qu'il en soit, nous voilà en la succulente compagnie du sieur Michel Clouscar, tel qu'en lui-même l'amitié le songe, voguant à son écoute, en son sillage, sur ces chemins kaléidoscopiques, difficiles sinon impossibles à cartographier, tant s'y entremêlaient au cours de nos innombrables hadiths, dans une dialectique burlesque rigoureuse dont il avait le secret, des passions a priori incompatibles, comme la cueillette des champignons et les menées sournoises du néo-kantisme, la position du pied gauche du talonneur dans la mêlée à 5 mètres sur introduction adverse et les pitreries urticantes des freudo-marxistes, la boudeuse de Tino Rossi et le système impérieux hégélien, le mythe de Tristan et Iseult et le plat du jour à 3 francs 6 sous de la petite source au quartier latin. Il te faudrait le goûter, c'est bolide. Oui, Michel, c'est bolide. Il avait toute une inépuisable panoplie d'expressions révolues qui laissaient perplexes et conquis. Ainsi, quand il avait envie de sortir par des soirs d'été, il lançait « Si on allait galoper les balles ». Chez Clouscar, on ne sort pas en boîte, on galope les balles. On ne va pas dormir ou se coucher, on va se pajoter. On n'a pas une gastro, on a la courante. La pub s'appelle la réclame, le ballon de rugby la gonfle, une gifle, une bouffe, un discours, un jus. Et quand on a un limbago, on ne dit pas j'ai très mal au dos, mais plutôt que les reins me dolent. Puis soudain tombait le mythe et l'esthétique du concept. Et vous vous retrouviez pendant 2 heures au Collège de France. Si Pagani traînait par là, pas moyen de s'en tirer à moins du double. Son cher Dominique Pagani, dit Domi, étourdissant et intarissable surtout, qui un jour au Old Navy, parlant comme souvent de Hegel à Arthur Adamoff, toujours très demandeur et aux anges, mais n'en finissant jamais non plus de digresser, passant de la phénoménologie au calibre des canons napoléoniens à Iéna ou au climat d'Hanoï ou à l'invention du carburateur, s'entendit dire par Michel « Domi, tu devrais avoir de saines ignorances. » C'est vrai, il est parfois exténuant, reconnut Adamoff lentement, l'accent russe implacable. Notre Clouscar, pour sa part, s'exténuait parfois dans de bien étranges querelles. Celle avec un merle corse, par exemple. Il dormait chez moi dans une chambre au-dessus d'une treille. Nous étions en septembre. Au lever du jour, un merle se ramenait parmi les grappes, se mettait à siffler sans répit de superbes stridences mélodieuses, d'une arythmie souveraine, pour célébrer sa joie d'être de ce monde, d'exister, de se gorger de raisins pulpeux au lever cérémonieux d'un soleil lent, dans un ciel encore tout engourdi, des pâleurs ambrées de l'aube. Sauf que tout ça, c'est bien beau, mais ce putain de merde réveillait Michel, très attaché à son sommeil, quelles que soient les affaires du monde. Alors un jour, nous l'entendîmes, mon épouse et moi, ouvrir ses volets et s'adresser furibard à l'oiseau. « Et puis quoi encore? Pour qui tu te prends? Tu vas la fermer, oui ?» L'autre, évidemment, prit illico la fuite dans un tourbillon de triolets paniqués. Les phrases réprobatrices d'un Michel intarissable au croupion. Tout un réquisitoire. Au petit déjeuner, ravi, je lui parle de son altercation. Alors maintenant, tu t'engueules avec un merle. Lui, le plus sérieusement, tu nous as entendus? Tu as vu la prise de bec? Tu as vu le type? Quel sans-gêne! Je te lui ai fait un jus, il ne reviendra plus. J'éclatai de rire, mais lui théorisait déjà l'affaire. C'est de l'impérialisme sonore. Toute surface ayant à présent son propriétaire, l'invasion par le volume sonore est la dernière conquête. Encore 2 mesures de regard farouche.
Puis il leva ses yeux bleu pervenche inoxydables vers la treille au merle gauchiste, et mêla son rire au mien, rejoignant sans réserve mes moqueries à son encontre. Ce jeu-là, se foutre de l'autre dès qu'il dérape, a toujours été entre nous, Christian, François, Domi, Michel, Louis Schiavo, dit Loulou, et moi, un exercice assez intensément pratiqué. Dans les choses de la vie, faites pour beaucoup de l'accumulation, tiens pardi, de nos conduites bien imparfaites et de nos maniaqueries égotistes, nous avons toujours été les uns pour les autres des cibles tout aussi réfractaires que consentantes. Le jeu de la bourse des défauts du copain, s'il est franc, est la première salubrité de l'amitié. Étant bien entendu que si celui qui est taillé est absent, c'est encore meilleur. Combien de fois ai-je entendu dire par l'un de nous qui quittait l'assemblée avant l'heure « Bon, je vous laisse vous régaler sur mon compte ». Et Michel d'annoncer « On te remettra le réquisitoire et ta dépouille demain ». Face à son cas particulier qu'il affrontait en brave, une ombre de sourire farceur aux lèvres, il résumait « Je suis un rescapé. Sans la philosophie, sous la pression de ma paranoïa sournoise, je te faisais commissaire de police ou assassin. » Il savait donc apparemment ce que la vie peut réserver en douce à celui qui ne s'est pas assez méfié de lui-même. Mais il n'avait pas trop tâtonné, il avait semble-t-il bouclé une enquête définitive sur son cas qui l'amenait à déclarer « Je suis un homme libre, je connais toutes mes déterminations ». Il connaissait surtout sa tâche en ce monde, expliquer les hommes, dénoncer le mal, débusquer les sophistes, les tricheurs. Qu'est-ce que j'ai été me foutre sur le dos? Faut être con. Je lui glissais hilar, inconscient et prétentieux aussi peut-être, non? Et lui, tranquillement revendicateur, et tiens pardi. Sauf qu'il croyait à l'inconscient avec des pincettes, et qu'il avait l'orgueil somptueux, ce cinglé de la vérité. Ça avait mis chez lui, pour toujours, la vanité aux abonnés absents. Je leur explique comment ça fonctionne, ensuite ils font ce qu'ils veulent, je m'en fous, j'ai fait mon boulot. D'accord. Mais s'il avait son campement dans le sérieux et les hauteurs pour être à son ouvrage, dans la vallée, il avait le don du commentaire à contre-courant qui vous mettait instantanément tout le monde à dos. C'était aussi pure malice de sa part, mais allez expliquer ça quand le bon Michel s'écrie « Enfin !» à l'annonce que les chars soviétiques sont entrés dans Prague. Oui, difficile. Pas facile non plus de l'entendre lâcher haut et fort devant un parterre de sociodémocrates sincères, atterrés par l'état du monde, l'arrivée irrémédiable d'une crise terrifiante. Vous n'avez pas voulu du communisme? Démerdez-vous. Il écrivait chez lui, en ermite, mais pouvait aussi travailler au bistrot sans que sa concentration en pâtisse, imperturbable, au milieu de tous les brouhahas et discussions. Il avait ce pouvoir étrange d'être entièrement à sa tâche et de vivre mine de rien aussi le temps des autres. J'en perds pas une miette. Je lui racontais qu'il s'adonnait en écrivant dans une brasserie à une pratique éminemment sartrienne. Oui, mais lui c'est un branleur. Sartre, il ne le digérait pas du tout. Compagnon de route, ça veut dire quoi? Tu es dans le wagon à bestiaux avec les copains et il te faudrait applaudir le mec qui te suit en Ferrari en t'expliquant qu'il est solidaire? Suivait le tir d'artillerie mis au point par le Parti communiste. Il en rajoutait de son cru à mon service, car moi, un de ses tout premiers amis, je restais indécrotablement sartrien. Tu ne l'emporteras pas au paradis. Sauf qu'il y avait tout de même les communistes et la paix, pour ne parler que de ce texte, et le théâtre. Putain, huis clos, je t'ai vu ça à Toulouse, j'avais 20 ans, ça m'a foutu un coup. Reste que concernant l'être et le code, il éprouva le besoin de demander un entretien à Sartre. Il obtient une demi-heure par l'intermédiaire d'Henri Lefebvre. Il frappa à la porte du philosophe pour en sortir des heures plus tard. Nanti de la promesse de Sartre de faire partie de son jury de thèse, promesse qu'il ne pouvait pas faire, et d'une note élogieuse sur l'être et le code. Je l'attendais à la sortie du rendez-vous. Alors? Eh bien, tu vois, c'est un petit mec genre Canberra-Béraud. Canberra-Béraud fut un demi de mêlée au grand talent, mais à la toute petite taille de l'équipe de France de rugby. Ce qu'il est intelligent, putain, ça te fout le vertige. Le salaud. Allons boire un coup, in vino veritas. Il se foutait le vertige aussi avec Domi. Je crois que c'est le seul intellectuel qui le fascina. Les pratiques paganesques, en revanche, pas d'horaire, perte incessante de clés, de papier, d'argent, bagnole jonchée de PV, polka des amours à tout va, à tout vent, à tout cœur, à tout n'importe quoi, j'en passe, la liste est trop longue, le conduisait à cette considération objective. C'est un loustic, tu vois. Le loustic était sa tête vérificatrice. Il reconnaissait lui devoir beaucoup. Il a rarement écrit un chapitre sans en discuter avec lui et le lui soumettre. Lui en faire changer un seul mot, ça, c'est une autre histoire. Mais comme le rappelle Domi, combien de fois dans des domaines qui lui étaient de son propre aveu assez peu familiers, je m'apercevais au bout du compte qu'il les maîtrisait dans tous leurs recoins. Il avait tout lu, il était au courant de tout. Il avait cet extraordinaire pouvoir de passer une demi-heure dans un gros livre et d'en extraire la totalité de substantifiques moelles. Il lisait dans les librairies.
Un jour, après consultation attentive d'un livre de Bourdieu, tourné vers moi, il s'écria outré. « Putain, il m'a pompé !»« Tu pompes bien Pagani, toi ?»« Oui, mais à l'oral, ça compte pas. » Il pensait qu'il aurait mis plus de temps à écrire Lettres et le Code s'il n'avait pas eu Domi sous la main. Christian, mon frère, lui fut aussi très précieux, lui pondant d'innombrables fiches et commentaires. Lettres et le Code. Bien sûr, il y a tous les autres livres indispensables, mais Lettres et le Code, c'est la Bible clouscardienne. Tant ignorée, et puis 30 ans après tellement pillée. Longtemps il en fut ulcéré, malheureux. Enfin, à sa manière. Et je ne peux pas ici ne pas me souvenir comment il me rapporta son altercation à Gaillac avec Cadillac. Son voisin immédiat, rue des Frères Delga, hôtelier, dont l'établissement jouxtait sa maison, et qui permettait à ses clients fêtards de noces et banquets trop de débordements criards intempestifs. Ça m'empêche de dormir, puto. Alors je te chope Cadillac dans la rue, et on se prend le bec. En patois, c'est de dire si ça chauffait. Finalement, il me sort « Tu n'es qu'un feignant qui n'a jamais rien foutu de bon. » Lettres et le Code venait de sortir. Je te lui fais du terrorisme culturel. Gros couillon, que je lui dis. T'as jamais su écrire un mot sans 3 fautes d'orthographe. Moi, j'ai écrit un livre de 800 pages qui pèse 1,2 kg. Ma mère l'a pesé. Réplique. Eh bien, c'est 1,2 kg de merde. Tu vois, il est bon, le type, concluait Michel. Il se querellait ainsi avec Cadillac depuis les bancs de l'école. Les 2 dernières années, on a failli faire la paix. Un copain commun venait de mourir. On s'est vu l'œil humide à son enterrement. Un autre ami nous a dit « Alors, vous allez enfin cesser de vous détester ?» On s'est regardé en silence avec Cadillac, et puis 3 secondes après, ça lui est sorti. « Ah non, on va pas faire cette connerie. » Je te l'ai dit, il était bon le type. On n'allait pas se mettre à s'aimer. Et puis quoi encore? François nous le décrit ici dans son livre, non au contact des Cadillacs, mais à celui de la classe montante des intellos, crue années 70. On le retrouve incroyablement fidèle à lui-même, à ses gestes, à ses humeurs, incapable du moindre rond de jambe joué ou pas, majestueusement à côté de la plaque. Ancré dans ses analyses impitoyables, il était le démolisseur de frimes et de verbages creux des spécialistes en place. Il leur fut tout de suite inacceptable dans ses entêtements à les percer à jour, à les dénoncer. Les clercs ne lui pardonneront jamais leur trahison. Il le savait mieux que quiconque. Néanmoins, il a toujours paradoxalement espéré leur reconnaissance. Tu dérailles, tu veux que la victime applaudisse le bourreau? Et alors, ça s'est vu? Reconnaissance et gloire à titre posthume, lui prédisais-je en riant. Et encore, c'est pas gagné. En réponse, avec une espèce de brièveté molle, il envoyait un peu sa main derrière son épaule en signe d'indifférence totale. Il mimait ainsi son oncle, qui passa les 20 dernières années de sa vie assis dans un fauteuil, tournant le dos à la fenêtre ouverte sur la rue, isolé chez lui, ne voulant voir personne, et qui répondait, avec ce même geste de la main, quand on lui demandait les raisons de cette réclusion volontaire, « Il y a longtemps que l'humanité m'a vexé. » Certains dans la famille avaient le sens de la formule. En tout cas, tous détenaient un remarquable savoir et goût du travail manuel. Le grand-père maternel, notamment, était un excellent menuisier ébéniste. Tous, sauf Michel, qui ne savait strictement rien faire de ses 10 doigts, même pas planter un clou. À part tenir un stylo, tu vois. Et un ballon, aurait-il dû ajouter. En sus du sprinter de haut niveau qu'il fut dans sa jeunesse, c'était un bon basketteur et un bon rugbyman. Ce bon rugbyman-là avait un rêve récurrent, qu'il faisait, disait-il, au moins 1 fois par trimestre. Je joue à l'aile, et tout d'un coup, on voit qui se ruait sur nous, sur notre terrain à Gaillac en plus, Hitler, balle en main, lancé à toute pompe vers notre embut, derrière sa moustache à la con. « Laissez-le-moi, laissez-le-moi, laissez-le-moi » je gueule, et je te le cartonne plein fer au poitrail. Je lui pète un tampon qu'il désintègre. Il y a des rêves qui méritent d'être décorés. Il eut bel et bien une médaille, celle du sauvetage remise par le maire. Un jour, dans le Tarn, assez tumultueux en hiver, il sauva une jeune femme en chagrin d'amour irréparable. Ce que j'ai eu froid. Elle a 3 gosses maintenant. De temps en temps, elle m'amène un cake. Il eut affaire à un autre suicidaire, suite à un accident de taxi. Après 8 gros jours de coma, il se réveilla dans une chambre d'hôpital avec pour voisin de lit un jeune intello juif qui avait sauté du 3e étage. Mais la mort, pas d'accord, l'avait laissé vivant sur le bitume, tous les os fracassés en prime de match. Ils sympathisèrent beaucoup. On discutaillait surtout. Dieu, l'être, la chose en soi, l'amour, l'absurde, Israël, la Palestine, tu vois le genre. Tu es sous morphine, tu ne sais pas trop ce que tu racontes, mais tu as un lien à l'autre qui fait du bien. Son voisin de souffrance était régulièrement visité par toute une famille éplorée et des rabbins sentencieux. Il faisait le quasi-muet, le type, et quand la famille me demandait si de temps en temps il me parlait, sur sa demande, je disais non. Il le faisait chier, quoi. On s'aimait bien, nous, moi avec mon désir de me tirer de là pour aller aux champignons, lui avec celui de se refoutre par la fenêtre. Il y tenait, que veux-tu, au point qu'un jour il m'a dit
On est amis, n'est-ce pas? C'est irrémédiable. Alors aidez-moi. Rapprochez mon lit contre la fenêtre, je crois pouvoir me charger du reste. » Hélas, je n'avais pas la force de lui donner satisfaction. Je lui ai expliqué ça. Sinon vous l'auriez fait, n'est-ce pas? Tiens, pardi. D'autant que je crois que je suis antisémite. Il est alors parti, marinant en plein milieu de ses câbles, poulies et perfusions, dans un fou rire rentré qui aurait pu l'oxyre. Il était bolide, le type. Mais quand je suis sorti de l'hôpital, lui, il en avait encore pour des mois, et je n'ai pas gardé le contact. C'est qu'il était dangereux. Tu avais envie de l'aider, le devoir même. On est lâche. À partir de 1964, il vint en Corse chez moi tous les étés. L'île de beauté. Tiens, pardi, ils t'ont bien vu le coup, les Grecs. En voiture ou à pince, comme il le disait, il l'explora sans relâche, dans tous ses coins et recoins, souvent flanqués de Pagani, inépuisable sur son histoire, sa géographie et le reste. Et quelquefois de Roger Caratini. Il connaît les bons restos, et on te lui fout le tapis rouge partout. Si tu veux une précision sur Spinoza, t'appuies sur le bouton, il te la sort fier comme Artaban. Il est tellement vaniteux qu'il en devient sublime. Les Corses, ça lui convenait tout à fait aussi. Putain, ils sont bons les types. Ils t'ont macroté le colonisateur, justissime à Nantes. Ça, c'est unique au monde. En plus, ils t'ont pété Napoléon et Tino Rossi. Va t'en faire mieux. Leur farandole identitaire, bon, ça dérivera mafieux. Mais tu verras, le génie de la race mettra un jour le holà, et en attendant, leur bombinette régule l'arrivée des Boches. Tu vas voir, ils vont inventer un tourisme où tu payes ton séjour dans l'île en restant sur le continent. Mais on t'envoie quand même des films pour te faire voir ce que tu loupes. Continuité territoriale seulement pour les mandats. Quand il coupait avec ce genre d'élucubration, il était catégorique sur le fond. L'autonomie, pourquoi pas, mais l'indépendance, pourquoi faire? Sinon livrer l'île à tous les prédateurs et tous les errements des petites républiques bananières. Pourtant ne t'inquiète pas, ils savent faire, ils sont marioles. Oui, ça lui plaisait d'être là. Une fin d'après-midi sur la place de Lumio, par un vertigineux coucher de soleil sur la baie de Calvi figée et grandiose jusqu'à l'extase, il traduisit ainsi son émerveillement. Putain, Camus et Tipazza y repasseront. T'as vu ça? Et Hegel qui dit que la beauté est souveraine mais impuissante. Il aurait mieux fait de mettre les pieds ici. Qu'est-ce qu'il veut de plus? Il était aux anges du plaisir de la magnificence des lieux et de ses injustices envers Camus et Hegel. Un autre après-midi, dans la forêt de Bonifato, dont il connaissait pratiquement chaque arbre, élu au rang de ces lieux où il retournait obstinément, il répondit à une randonneuse qui lui demandait la hauteur des pins et où était le chaos, cet énorme amas de pierres quelque part en une clairière. « Madame, la hauteur de la forêt est si stupéfiante qu'elle n'est pas mesurable. Elle ne peut s'apprécier qu'en termes lyriques. Et quant au chaos ici, il est partout. » C'est sûr qu'il ne fallait pas le priver de l'île de Corse, ce que fit Roland Barthes. 3 jours avant le départ de Paris pour Calvi de Michel, le penseur du degré zéro de l'écriture se fit écraser par une voiture et en mourut. Henri Raymond appela alors Michel. Il comptait sur lui pour remplacer Barthes dans un jury de thèse. « J'arriverai 2 jours après la date prévue. Je peux pas dire non à Raymond. Ce Roland Barthes, même mort, il me fera chier. » On l'excusera. Il avait envie d'être ici. Roland Barthes exagérait. Il le privait de son petit déjeuner que lui mitonnait Madame Blanche à la cafétéria-pâtisserie de la rue Joffre, juste au-dessus du port. Il le privait de son copain, l'épicier de Galéria, chez qui il se ravitaillait en Orezza, l'après-midi, avant d'aller se baigner dans les piscines de Porphyre du Fango. Ensemble, ils taillaient des bavettes politico-campagnardes, et l'autre lui expliquait que, devant la demande de plus en plus pressante des touristes d'obtenir des tranches de jambon coupées très très fines, il s'était précisément résolu à faire des tranches si fines qu'elles n'avaient qu'une seule face. Si c'est pas mieux que du Roland Barthes, ça? C'est l'an 2013. Michel a tiré sa révérence il y a 4 ans. Et si les temps où il n'était pas encore Clouscar sont très lointains, s'ils n'ont pas cru avoir à trop se presser pour qu'ils le deviennent, nous y voilà pourtant. Aujourd'hui, la qualité, les lucidités du penseur attirent de plus en plus, sinon de mieux en mieux. Et même si la route est longue encore, les disciples, semble-t-il, devraient être innombrables en arrivant au port. Il y a presque maintenant un demi-siècle, la première troupe tenait au large tout entière dans un minibus, isolé à l'extrême, résolu à l'excès. Il roulait à contre-courant des voies à sens unique imposées par une intelligentsia impérialiste post-68 hard, qui attendrait à peine une décade pour pondre les nouveaux philosophes, comme ils se nommaient. Au volant de la guimbarde, dans les sens interdits, un paysan du Tarn belliqueux qui, par une ruse de la raison encore à expliquer, s'était mis lui aussi à la philosophie avec le sérieux de sa race et n'admettait pas qu'on en laboure les champs de travers. On va dire que, pour le moins, il ne s'y prenait pas comme il faut pour l'expliquer au chantre humaniste du libéralisme libertaire, qui n'étaient que les battleurs néofascistes du marché. Il se rendit donc inacceptable. Quand on veut se débarrasser de son communiste, on dit qu'il a le stalinisme.
L'affaire ne se présenta jamais bien. Notre Tarnet réfractaire de Gaillac et du pays cathare savait cela beaucoup mieux que tout autre. Qu'importe. Pour nous, quand il retrouvait le monde, au sortir de sa table d'écriture, où il ne fut jamais que serein et appliqué, totalement à son affaire, heureux où je dois être, à mon boulot. Cela valait vraiment le coup de le voir vagabonder. C'est en cet exercice que ce livre l'accompagne, racontant comment il ne voyageait jamais à l'aveugle, comment il ne se perdait jamais de vue, comment il était le tout premier à rire de lui, quand ses exaltations verbales dénonciatrices basculaient trop dans le donquichotisme. Ce qui ne l'empêchait pas, au contraire, de régler ses incomparables éclairages d'entomologiste sur les pratiques et les pensées des hommes. Mais place à présent à la délectable lecture de ce portrait. Vous allez voir, c'est bolide. René Commère.